Je m'appelle Zhao Panli, j'ai 15 ans. Je viens du village Xiaguchen, du district de Qinqiu, de la ville de Laibin, dans le Guangxi. Nous appartenons à la branche Aoyao du peuple Yao. Nous cueillons chaque année des anis étoilés sur les arbres pendant plusieurs mois. Après avoir fini ses études au collège, Zhao Panli n'a pas choisi d'aller travailler ailleurs. Au monde extérieur, elle préfère l'arôme frais de l'anis étoilé du village de Xiaguchen. Le plus important, c'est qu'elle ne veut pas mener une vie similaire à celle des autres. Quatre générations vivent ensemble chez Zhao Panli. Elle sèche des anis étoilés depuis son enfance avec sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Les 4 générations de femmes de la famille Zhao sont courageuses, résolues et endurantes, comme toutes les femmes Aoyao. Récemment, Zhao Panli s'est lancée dans la danse des tambours d'argile jaune, pratiquée dans le village depuis des siècles. Son grand-père, Pan Zhensong, est l'héritier de la 15e génération de cette danse dans la famille. Depuis des centaines d'années, le peuple Yao perpétue la tradition de la danse des tambours d'argile jaune pour rendre hommage à leur ancêtre, le roi Pan. Lors des fêtes du roi Pan, sous la direction de Pan Zhensong, une équipe joue des tambours et danse pendant tout le rite de sacrifice. Les tambours se divisent en tambours femelles et tambours mâles. Les tambours femelles ont un corps gros et un son grave. Les tambours mâles ont un corps long et un son aigu. Durant la danse, un tambour femelle peut commander la direction et le rythme. Zhao Panli a demandé plusieurs fois à son grand-père de lui apprendre à jouer du tambour, mais son grand-père a toujours refusé. Nous exécutions la danse des tambours d'argile jaune seulement quand on offrait des sacrifices au roi Pan. Aucune femme n'est autorisée à participer à ce rite. Donc, aucune femme n'exécute la danse des tambours d'argile jaune. Les femmes ne peuvent pas jouer de tambour. La danse des tambours d'argile jaune provient du culte des ancêtres du peuple Yao. Selon la tradition, elle ne peut être transmise qu'aux garçons. Mais face à l'entêtement de Zhao Panli, son grand-père accepte finalement de lui apprendre comment jouer du tambour. Le village de Xiaguchen, où vit Zhao Panli, se situe à l'est du corridor Hunan-Guangxi. La rencontre de la mousson subtropicale douce avec le mont Wuzhe, culminant à 1900 mètres, engendre des précipitations abondantes tout au long de l'année. Les femmes Aoyao travaillent de génération en génération dans les vastes plantations de thé dans la montagne. Zhao Panli se demande souvent si sa vie sera monotone comme celle de sa mère, de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère, à cueillir tout le temps des anis étoilés sur des arbres et des feuilles de thé dans la montagne. Zhao Panli, viens jouer du tambour! Selon la légende, pendant une chasse, le roi Pan, heurté par une chèvre, tomba de la falaise. Le peuple fabriquait alors des tambours longs. Le corps provenait de troncs de Polonia et les 2 bouts étaient couverts de peau de chèvre. Ils rendirent hommage au roi Pan en dansant et en jouant des tambours. Les ancêtres Aoyao ont préservé la tradition d'accordage en appliquant de l'argile jaune sur les membranes. Pendant l'accordage, on applique de l'argile en tournant les plaques en bambou au milieu des cordes du tambour. Le contrôle du ton et de l'intonation dépend entièrement de l'ouïe et des expériences du danseur. L'essentiel de la danse des tambours d'argile jaune réside dans les pas du danseur. Le danseur doit tourner et avancer en rythme avec les battements du tambour. Zhao Panli vient de commencer l'apprentissage du tambour. Elle sait qu'elle ne pourra pas participer à la cérémonie de culte du roi Pan, mais elle pourra apprendre aux enfants à appliquer l'argile jaune et à jouer du tambour et devenir une héritière comme son grand-père. Dans l'Antiquité, les Chinois offraient des terres à 5 couleurs comme sacrifice aux dieux de la terre et des grains. Che fait référence aux monticules de terre et Ji fait référence aux grains. Les gens font les semis au printemps et les récoltent en automne. Depuis des milliers d'années, les gens se reproduisent sur cette terre et ainsi acquièrent de la sagesse et créent la civilisation.
Chers villageois, aujourd'hui je vous ai fait venir ici pour une réunion. Le sujet de la réunion, c'est la caverne souterraine où nos ancêtres ont vécu pendant des générations. Aujourd'hui, Song Xianmin fait venir les villageois pour discuter de la restauration de la caverne. Il y a eu plus de 80 cavernes de ce genre dans leur village. Depuis le remblaiement pour la remise en valeur du terrain, il ne reste que cette caverne abandonnée. Song Xianmin veut la restaurer telle qu'elle était. Vous voyez, le couloir de cette caverne est gravement abîmé après toutes ces années. Le couloir relie le sol et le sous-sol. Comme l'ancien couloir est gravement abîmé, Song Xianmin décide d'en construire à nouveau. Après la restauration, la caverne devra être complètement identique à celle de nos ancêtres, afin que nos descendants puissent savoir comment nos ancêtres ont vécu ici, à leur époque. Bouge un peu. Plus vers l'est. Bon, ça y est. Allez, c'est parti. Il y a 10 000 ans, les ancêtres ont creusé des logements dans les falaises, d'où l'origine des maisons-grottes. Sur le plateau de Weibei, les terres sont épaisses et profondes, et les couches creusées ont une forte viscosité. C'est ainsi que des cavernes souterraines dotées d'une structure solide ont été développées. La caverne se trouvait à une profondeur de 8 à 10 mètres sous le sol. Les pièces principales, la cuisine, la cabane pour le bétail, etc. étaient construites sur les 4 murs. On ne voyait aucune maison dans le village, mais partout des couloirs. Sous la dynastie Zhou, ce genre de caverne souterraine était parsemé sur le plateau Weibei et la plaine de Guangzhong. Le couloir achevé, une porte doit être construite à l'entrée. Il faut d'abord consolider la fondation. Song Xianmin a commandé une pierre de damage et a invité un maître expert en damage d'un autre village. Les villageois qui savent damer sont tous venus l'assister. Plus d'efforts! Attention! Hé, pourquoi l'arbre à l'intérieur est comme ça? Fais attention, attention! Doucement! Descendu au fond du puits de collecte d'eau de pluie au centre de la cour de la caverne, il découvre que le fond est couvert de terre. Il faut éliminer la boue pour assurer une bonne infiltration de la cour. Les 4 murs de la caverne sont devenus irréguliers sous l'effet de la pluie. Ils ont besoin d'être aplatis avec des herses à 3 dents. Les villageois appellent cela le lavage des murs. Le jour du lavage des murs, les villageois viennent tôt pour les aider à installer l'échafaudage. Un étage d'échafaudage installé, un étage de mur lavé par la suite. Le processus entier doit prendre 4 à 5 jours. Ensuite, c'est l'étape de préparation du pisé destiné à construire le couloir, le fourneau et le lit chauffé. Le pisé est transformé en colonne pour soutenir les 4 coins de l'armature du lit chauffé. Une couche de boue faite de paille de blé est appliquée sur le lit chauffé pour le rendre plat et solide. « 50 jours plus tard, une caverne souterraine a été construite avant le solstice d'hiver. Elle a préservé intégralement l'espace d'habitation typique du plateau de Weibei et l'art de construction transmis depuis des siècles. Elle cristallise la sagesse des ancêtres qui utilisaient les ressources locales pour créer des espaces de vie dans les Leus. Telle était l'intention initiale de Song Xianmin quand il a décidé de restaurer cette cour carrée souterraine. L'homme doit vivre de la terre et manger des céréales. La terre accorde à l'homme des espaces de vie et des aliments. Ainsi, l'homme fait l'éloge de la terre, créant diverses formes de musique et de danse.
Le peuple Tao, une ethnie minoritaire de Taïwan, vit de la pêche, de la chasse, de l'agriculture et de la cueillette dans les montagnes et forêts. Ils ont créé une culture aux caractéristiques uniques. Mao Jiomei, doyenne du peuple Tao, est chargée des affaires intérieures du clan, de la transmission et de la restauration de leur culture. Aujourd'hui, elle a appelé quelques vieilles dames pour s'entraîner à faire du bruit en battant le pilon afin de célébrer le nouvel an du peuple Tao. La sécurité, la sécurité. Selon la tradition du peuple Tao, lors du réveillon du Nouvel An, les femmes font du bruit en donnant des coups de pilon pour dire aux hommes partis chasser dans les forêts de rentrer chez eux et de remercier ensemble la terre, les montagnes et les forêts pour les récoltes de l'année. Les pilons sont numérotés en fonction des sons qu'ils produisent en frappant la pierre. Après que le pilon numéro 1 a commencé, les pilons numéro 2 et numéro 3 doivent s'adapter et choisir la position idéale pour frapper la pierre en fonction du rythme inaugural. Les sons émis par les pilons reproduisent des dialogues. Dans l'intervalle des sons de pilon, les gens vont chanter pour annoncer aux aînés leur succès dans la chasse et leur bonne récolte. Le peuple Tao compte moins de 300 personnes. Il est le 10e groupe ethnique dont le nom a été déterminé en dernier à Taïwan. À mesure que diverses cultures arrivent dans leur quotidien, le peuple Tao a de plus en plus de difficultés à garder intacte sa propre culture. En tant que doyenne, Mao Jiomei espère que la culture du peuple Tao pourra être préservée, car elle est la terre de l'âme transmise par les membres de leur clan. Dong de Shuang, ramasseur légendaire de ginseng dans les monts Changbai. En 1981, lors de sa première cueillette, il a obtenu un ginseng sauvage à 3 corps principaux et à 12 folioles classé trésor national. Depuis lors, il n'a jamais retrouvé de ginseng sauvage d'une telle taille. Je suis convaincu qu'un autre grand battoir m'attend quelque part. Je vais chercher de nouveau un trésor national. Pour trouver un autre ginseng sauvage classé trésor national, Dong de Shuang et 4 autres personnes sont entrés dans les forêts des monts Changbai. Plus on s'enfonce dans la forêt, plus les arbres sont grands et droits. Tsui Chang'an, chef d'équipe, les avertit des branches cassées, surnommées hommes pendus. Un vieillard de notre village Begang, par négligence, a été frappé par un homme pendu. Il a été paralysé et est resté alité 10 ans. Attention à vos pas. Hé, aïe. Ah, voilà un homme pendu. Les jours d'orage, plus un arbre est haut, plus il conduit facilement l'électricité et risque d'être frappé par la foudre. Les branches cassées par la foudre se mettent alors à pendouiller. Quand un homme passe dessous, il risque d'être blessé si la branche tombe. Il y a un autre homme pendu là-bas. Il faut l'abattre, sinon c'est trop dangereux. Hein. Descends-le. Fais attention. Allez, on va par ici. Oui. Dans les forêts primitives, se cachent partout des dangers imprévisibles. Dans les forêts des feuillus et des conifères, situées à une altitude de 500 à 1000 mètres, dans le nord des plaines du nord-est et près du sommet principal des monts Changbai, les feuilles tombées transforment la terre noire sous l'effet de l'humidité et de la température en humus nourrissant. Un environnement spécial pour la croissance du ginseng sauvage est ainsi créé. Cette fois, Tsui Chang'an est le chef d'équipe des cueilleurs. Il est chargé de diriger l'équipe, de définir leur itinéraire et d'observer la montagne. Il y a plus de 140 ans, mes ancêtres sont venus dans les forêts des monts Changbai pour chercher leur gagne-pain. À cette époque-là, si quelqu'un trouvait un grand ginseng dans la montagne, il pouvait faire fortune. Le prix du ginseng sauvage des monts Changbai peut s'élever à des dizaines de milliers de yuans, voire à des millions de yuans. La recherche du ginseng exige concentration et attention. Par conséquent, les ramasseurs de ginseng ne doivent pas parler pendant la recherche. Ils utilisent un bâton pour communiquer. Le soir, l'équipe arrive dans une forêt de conifères. Les noix de pin sont partout.
faisant de ce lieu un repère de sangliers. Les sangliers femelles, pour protéger leurs marcassins, sont très agressives en ce moment. Pour éviter toute attaque, l'équipe est obligée de faire un détour. Qu'est-ce qu'on fait? On va les contourner par là. Marchant à pas légers, dégageant le chemin avec des bâtons, les 4 compères contournent la horde de sangliers. Ajoutons du sel et de l'huile pour braser le millet. Le millet, qui est de nature douce et qui peut réchauffer l'estomac, est la nourriture des cueilleurs de ginseng. Une fois le millet consommé, ils devront descendre la montagne et rentrer chez eux. Pendant 3 jours consécutifs, ils ont cherché en vain. Les zones montagneuses qu'ils ont traversées sont couvertes d'arbres anciens et touffus. L'environnement est similaire dans toutes les directions. Ceux qui ne connaissent pas ont l'impression d'être dans un endroit bas avec 4 murs très hauts. Suis! Il pleut fort! On va où alors? Montre-moi la boussole! Je ne crois plus dans la boussole! Suis-moi et continuons tout droit! Zhou Jialin doute que Cui Chang'an sache où il est, mais Cui Chang'an est sûr de sa direction. La nuit est tombée. Zhou Jialin a découvert le chapeau usé laissé par d'anciens ramasseurs de ginseng sur un arbre. Il l'avait vu 2 heures auparavant. Cela signifie qu'ils sont retournés au point de départ. Tu dis que tu sais où on va, mais pourquoi on est revenu au point de départ? Regarde ce chapeau! Il pleut trop fort aujourd'hui! Normalement, on peut discerner le chemin à travers les sommets des arbres et les mousses, non, pas vrai? Oui, mais seulement il pleut trop fort! L'équipe s'est perdue. C'est ce que les villageois appellent Madashan, c'est-à-dire s'égarer. Comme Cui Chang'an et les 3 autres ne sont toujours pas rentrés, le cuisinier a continué de battre son bâton, mais sans aucune réponse. Soucieux de la sécurité des 4, il a pris une torche électrique et va chercher Cui Chang'an, Dong Dechuang et leurs 2 compères. Les ramasseurs de ginseng peuvent identifier la direction en fonction du courant d'eau. Voilà, j'ai tout compris. Arrivé devant un ruisseau, Cui Chang'an a ajusté les coordonnées de direction. À l'aube, après avoir traversé le ruisseau, les 4 personnes sont entrées dans un marais. Cui! Dong! Je suis tombé dans une mare! On arrive tout de suite! Doucement, c'est dangereux, attachons les bâtons! Vite! Tiens-le fermement! 1, 2, plus d'effort! 1, 2, bon. Ça fait déjà plusieurs heures, j'étais parti vous chercher, et je suis tombé dans cette mare. Comme ces 4 personnes ne sont pas rentrées de la nuit, le cuisinier est allé les chercher. Entré par accident dans un marais, il est tombé dans une mare à cause de sa méconnaissance du terrain. Il n'a pas osé bouger de la nuit. Il a attendu jusqu'à l'aube pour essayer de bouger vers le bord de la mare. L'humus noir des monts Changbai donne vie au ginseng sauvage miraculeux et précieux. Il développe aussi les compétences de survie des cueilleurs de ginseng. Le sol leur accorde le capital pour survivre et fait de chaque ramasseur un homme brave des monts Changbai. Au 7e jour dans la montagne, ils sont sur le point d'être à court de millet. Ils ont convenu de rester encore un jour. S'ils ne trouvent rien, ils devront repartir les mains vides. Ils sont arrivés à un endroit ombragé. Sur la pente ombrée de la montagne, il y a beaucoup de fentes de pierres, de grottes, de plantes denses et de sources d'eau. Cela procure un abri idéal pour les serpents. Cui Chang'an, Dong Dechuang et leurs compères sont entrés sur le territoire des serpents. C'est une lutte entre les intrus et les propriétaires du territoire.
Dans les monts Changbai de Fusong, il y a une légende disant que le serpent protège le ginseng. À cause du rapport spécial entre ces deux, les cueilleurs de ginseng n'osent pas attaquer les serpents à la légère. Ils traversent le territoire des serpents en comptant seulement sur leur courage, leur expérience et leur bâton. Les grands serpents peuvent être déplacés, tandis que les vipères courtes avec des crochets venimeux ne peuvent qu'être dégagées une après une avec les bâtons. Allumez le feu. D'accord. Ayant traversé vaillamment le tas de serpents, le chef donne l'ordre de prendre une pause. Dong Dechuang propose de chercher dans la direction indiquée par la tête des grands serpents. Nous devons observer ces serpents, surtout les grands serpents. Nous allons suivre l'orientation de leur tête. Si elles tournent vers l'ouest, nous allons vers l'ouest. La théorie selon laquelle le ginseng se trouve là où il y a des serpents provient de la légende de l'oiseau de ginseng. Tsui Chang-an constate qu'il y a des pins blancs de Corée, des érables, des chênes, des tilleuls, des frênes, etc. C'est une forêt primitive mixte où pousse généralement du ginseng. Il décide de diriger l'équipe vers l'ouest. Battoir! Quel produit? À 5 folioles! Allez, allez! Ah, il est si grand! Et il a des graines rouges! Dong Dechuang a découvert un ginseng sauvage à 5 folioles. Quand un ramasseur de ginseng trouve du ginseng, il crie « battoir » pour appeler la montagne. Un autre répond « quel produit ?» pour recevoir la montagne. Le premier lui dit le nombre de folioles pour répondre à la montagne. Allons chercher encore. Allons chercher là-bas. N'oublie pas de recevoir la montagne. D'accord? J'ai oublié mon chapeau. Zhou, passe-le-moi. D'accord? J'ai besoin de mon chapeau. Bien. Lève-le. Le voilà. Il apparaît progressivement. L'arrachage du ginseng est l'étape la plus difficile de la cueillette. Cela nécessite de 3 à 4 heures. Les racines du ginseng s'étendent horizontalement dans le sol environnant. Aucune ne doit être endommagée lors de l'arrachage, sinon le ginseng perd vite sa nutrition. Dong! Ouais? Apporte de la mousse ici. On va emballer le ginseng. Ce genre d'humus ne se trouve que dans les forêts des monts Changbai pour produire du ginseng aussi grand. On fera des raviolis en rentrant chez nous. Éteignons le feu. Rendons hommage au dieu de la montagne. Ma vie, c'est de collecter du ginseng dans les monts et le cultiver à la maison. Il y a un lien entre le ginseng et moi. Le sol accorde à l'homme le capital pour survivre. Les diverses ressources en sol de Chine et leurs différentes propriétés procurent aussi des supports variés pour la création artistique. Liu Mingwu, fondateur et artiste de peinture céramique à glaçure de pierres précieuses. Il a été le disciple d'un célèbre architecte de temple de Taïwan quand il était jeune et est devenu un expert dans 6 catégories de l'art de construction de temples. Quand il avait 17 ans, il est devenu le plus jeune architecte de temple de Taïwan. À cette époque-là, je pouvais faire 36 statues en argile par jour. Un record qui n'a pas été battu jusqu'à présent. Ce bégonia du Fujian commence déjà à prendre forme. Après son mariage, Liu Mingwu s'est concentré sur la céramique de Cochin et la céramique à glaçure de pierres précieuses. Une remarque d'un peintre anglais en art céramique occidental lui a fait prendre une décision importante. Il m'a dit que la céramique orientale était inférieure à la peinture à l'huile occidentale. Liu Mingwu s'est décidé d'associer la céramique orientale et la peinture à l'huile occidentale. En utilisant la glaçure de pierres précieuses comme matière et la plaque en terre cuite comme toile, il a créé une peinture céramique à glaçure de pierres précieuses au style évident de peinture à l'huile. On ne peut pas peindre librement sur une plaque en terre cuite avec de la glaçure. Un intervalle d'environ 0,1 mm entre tous les traits et touches est indispensable pour laisser un espace de réaction à la glaçure lors de sa cuisson. Quand la peinture est finie, la plaque céramique est cuite dans un four dont la température est contrôlée électroniquement. 24 heures plus tard, le four à céramique est ouvert. Sous l'effet de la température, la glaçure et la plaque céramique sont transformées en une peinture céramique à glaçure de pierres précieuses dont la texture se rapproche de la peinture à l'huile. C'est un système artistique tout nouveau
que Liu Mingwu créé. Il est appelé peinture céramique. Les Chinois gardent un lien intime avec la terre. Ils la considèrent comme leur racine. À Anshun, dans le Guizhou, il y a un petit village créé par des ancêtres envoyés ici du sud du fleuve Yangtze par l'empereur de la dynastie Ming il y a plus de 600 ans pour défendre les frontières. Leur nostalgie les poussa à créer l'opéra Dishi d'An-Shui, qui chantait les guerres et héros au lieu de l'amour ou de la morale. Ici, la terre est non seulement une sorte de substance, mais aussi un mémorial spirituel. Je m'appelle Yang Chejin. Je suis héritier de la 3e génération de l'opéra Dishi du village Xinzhai. Yang Chejin est un héritier de la 3e génération de l'opéra Dishi du village de Xinzhai. Il a commencé à apprendre secrètement l'opéra Dishi auprès des anciens quand il était petit. En chantant les histoires de héros, Yang Chejin regarde au loin sa région natale du Sud. De génération en génération, ses ancêtres ont toujours rêvé d'y rentrer, mais ont échoué. L'opéra Dishi sur la scène surélevée est arrangé et interprété sur des tables superposées. C'est la forme unique de l'opéra local d'Anshun. Transmis de génération en génération, l'opéra Dishi interprète aujourd'hui des chants solitaires et tristes pour les aînés. Yang Chejin a décidé de reprendre l'opéra local sur la scène surélevée et de jouer la pièce « Déjouer le dédale de drapeau en cuivre » qui avait disparu depuis longtemps. Discutons-en. Yang Chejin est parti chercher Yang Shojung et Liu Qingyi pour en discuter. Ces deux derniers partagent avec lui la même idée. Yang Shojung a même sorti un vieux scénario conservé depuis longtemps. Le lendemain, les trois compères vont chercher le bois Tianguan dans la montagne. Le bois Tianguan est là-bas. Depuis des centaines d'années, les habitants du village Xinzhai n'utilisent que ce bois Tianguan pour fabriquer des masques. Il est léger et a peu de cicatrices, donc parfait pour la gravure. Ensuite, il faut trouver les acteurs et une quarantaine de tables pour jouer l'opéra Dishi. Yang Chejin veut en parler avec les aînés du village. Ces derniers soutiennent leur idée. Nous jouons des pièces d'opéra Dishi depuis longtemps. Perpétuons l'héritage laissé par nos ancêtres. Oui, nous devons le perpétuer. Continuons, continuons. La pièce Déjouer le dédale de drapeau en cuivre raconte l'histoire de combattants courageux de Wagang déjouant le dédale de drapeau en cuivre de l'armée Sui. Beaucoup de vieux acteurs n'arrivent plus à monter sur scène. Yang Chejin doit d'abord trouver les acteurs principaux. Des villageois travaillant loin de chez eux sont rentrés au village. Ainsi, tous les principaux rôles de la pièce sont en place. Les rôles principaux déterminés, il faut encore des rôles secondaires. Yang Chejin et les deux autres ne peuvent que sélectionner des jeunes du village et tout leur apprendre en personne. Deux mois plus tard, c'est le jour faste choisi par les anciens. Il est irréaliste de fabriquer dans un court délai plus de 40 tables carrées destinées au spectacle. Ils n'ont ni assez d'argent ni assez de temps.
Yang Shejin, Yang Shosheng et Yang Qingyi ont emprunté des tables de porte en porte. Comme il n'y en avait pas assez dans leur propre village, ils en ont emprunté aussi à d'autres villages. La scène de l'opéra d'Ishi du village Shinjai peut avoir 4 étages ou 7 étages. Le rez-de-chaussée et le premier étage sont composés respectivement de 16 tables. Le deuxième étage, 9 tables. Le troisième étage, 4 tables. Et le quatrième étage, une table, sur laquelle est mise respectueusement une tablette commémorative. La scène et l'entrée comptent au total 49 tables, pour une hauteur de 5 mètres. Un grand spectacle sur les héros de Hwagang, déjouant le dédale de drapeau en cuivre, va commencer entre le ciel et la terre. Lors du déploiement du dédale, les officiers et soldats sués montent sur la haute scène pour défendre le dédale et affronter les héros de Hwagang d'en bas. Pendant l'affrontement et l'attaque du dédale, les acteurs tantôt montent sur les tables et jouent dessus, tantôt font la navette dans les intervalles d'espace entre les tables et attaquent pas à pas le dédale. Des fumées jaunes se répandent sur la route et le tambour militaire est battu. Le vent souffle sur la scène surélevée. Pendant le spectacle, Yang Shosheng et Liu Qingyi, qui sont âgés, ne peuvent prendre que de brèves pauses durant les intervalles du chant. Blessé alors qu'il s'entraînait à un geste difficile, Yang Shejin n'a pas joué la pièce. Moi, je m'occupe des fumées et des pétards. Tant que la pièce est présentée, ce n'est pas important si je joue ou pas. L'opéra d'Ishi sur la scène surélevée, attendu de tout le village de Shinjai, est joué de nouveau. Après leurs expéditions, les empereurs et généraux ignoraient les souffrances des officiers et soldats qui s'éloignaient de leur région natale. Néanmoins, les défenseurs de la frontière regardaient au nord et intensifiaient leur nostalgie à travers l'opéra d'Ishi qui leur permettait de penser à leur région natale, d'adhérer aux coutumes traditionnelles chinoises et de les conserver à jamais. Pendant la période Crétacée, il y a 100 millions d'années de cela, la collision entre la plaque indienne et la plaque eurasiatique crée un boursouflement formant ainsi le plateau Qinghai-Tibet. Depuis lors, le fleuve Jaune et le fleuve Yangtze descendent et transportent sans cesse de la terre indispensable à la survie de l'homme dans les régions riveraines de leur cours moyen et inférieur. Les peuples sur le plateau vénèrent aussi la terre comme une divinité. Xiahou Yangba, 17 ans, a grandi dans une région pastorale. Il est né dans une famille pauvre. Cet été, Xiahou Yangba a fini ses études au lycée. Sa grand-mère lui a demandé d'apprendre un métier. Xiahou Yangba, tu veux apprendre à faire des statues de Bouddha auprès de moi? Je suis Xiahou Jiao, héritier représentatif de l'art de Hwagang, élément du patrimoine culturel immatériel national.
Xiao Jia, héritier représentatif de l'art Jegong, est un grand maître en sculpture en argile, en tangka et en broderie en relief. Il a brisé la limite de la transmission de l'art au sein de la famille et a créé l'école d'art de Jegong. Xiao Jia a parlé avec le garçon de son futur apprentissage de la sculpture en argile. Le garçon est resté silencieux. Il ne savait pas comment serait sa vie après avoir quitté ses moutons. Après leur arrivée à l'académie Zhengjun de l'art de Jegong au village Tsangma, Xiao Jia a demandé à ses disciples d'emmener Xiao Yangba collecter de la terre rouge. Je demandais à Jassi d'aller collecter de la terre rouge avec Xiao Yangba parce que la terre rouge est la meilleure matière pour la sculpture en argile de Rogong. Tout élève doit apprendre d'abord à en collecter. Xiao Yangba est parti avec des élèves ayant plus d'ancienneté. Il va commencer à apprendre la sculpture en argile pendant ce voyage. Le district de Tongzhen se situe dans la préfecture de Huangnan au Qinghai. Il est le berceau de l'art de Jegong. La terre rouge de la préfecture de Huangnan a une texture fine et une excellente viscosité. Les statues de Bouddha faites avec cette argile peuvent rester intactes pendant des milliers d'années. Ceux qui font des sculptures en argile de Jegong vénèrent la terre rouge. Sans la permission du maître du temple, on ne peut pas prendre de terre rouge dans la nature. On doit rendre grâce au Dieu de la terre pour exprimer tout notre respect à la nature. Voici de la bonne terre rouge. La couche de terre rouge est au-dessous de la couche de terre noire et se mélange avec la couche de terre sableuse rouge. Elle peut se trouver à au moins 1 mètre sous le sol. Les apprentis peuvent gagner leur vie en vendant des statues de Bouddha faites d'argile rouge. Xiao Yangba, fais attention quand tu collectes de la terre rouge. La texture de la terre rouge doit être molle. Aucun grain de sable ne doit être mélangé avec. En mettant ses sacs de terre rouge sur la voiture, il est heureux comme un agriculteur ayant eu une récolte abondante. Le lendemain matin, le garçon arrive tôt à l'atelier. Il a vu la femme de son maître battre la terre rouge venant d'être collectée. Il faut battre combien de temps? Plus c'est long, mieux c'est. Tu dois la battre attentivement. Après avoir été battue, la terre rouge aura la viscosité requise pour les statues de Bouddha. Battue 1000 fois, la terre rouge se transforme en argile rouge de bonne viscosité. C'est le premier changement connu par la terre rouge. Pendant le damage, une quantité appropriée de coton doit y être ajoutée. Les fibres souples du coton peuvent aider la terre rouge à s'étirer. Pour préparer l'argile médicamenteuse, il faut rassembler 6 médicaments. Ces 6 médicaments sont appelés les 6 épices. Maître, pourquoi on a besoin de ces choses-là? Ces choses-là, par exemple, si on ajoute des poudres de santal dans l'argile, la statue bouddhiste aura toujours une bonne odeur. Le soir, Xiao Jia dirige ses disciples pour broyer les 7 trésors bouddhistes à ajouter dans l'argile rouge. Corail, rubis, saphir, azurite, turquoise, or. Ces pierres précieuses, or et argent, après 1000 broyages et battages, se transforment en granules. De plus, des médicaments et bois tibétains précieux, tels que le safran et le santal, sont aussi broyés en poudre, ce qui permet aux statues de Bouddha de répandre un léger parfum persistant. Le plateau Qinghai-Tibet est la source du fleuve Yangtze et du fleuve Jaune. Les deux fleuves coulent depuis les sommets enneigés, nourrissant la vie et la brillante civilisation de la nation chinoise. Les artistes de Jegong, qui tiennent l'eau de source des deux fleuves pour eau sacrée, ont gardé la tradition d'ajouter de l'eau sacrée dans l'argile rouge pour confectionner des statues de Bouddha. Vous voilà.
Le matin du 3e jour, les moines ont apporté à Xiaojiao de l'eau de source du fleuve Yangtze, du fleuve jaune, pour qu'il en ajoute dans l'argile rouge destinée à faire les statues de Bouddha. Les poudres des 7 trésors bouddhistes broyés par Xiaojiao et ses disciples pendant toute une nuit ont aussi été ajoutées à l'argile rouge par les moines. À travers le chant et la récitation, l'argile rouge se transforme en argile rouge médicamenteuse. Xiao Yangba, Sang de Jia. Cette argile rouge est mélangée avec beaucoup de trésors rares et de médicaments précieux. Calmez-vous pour faire de bonnes statues de Bouddha. Le soir, Xiaojiao et Xiao Yangba ont réalisé ensemble une statue de Bouddha. Dans le bouddhisme tibétain, les diverses statues de divinités sont toutes fabriquées selon les règles canoniques. Les 3 classiques et un commentaire du chapitre de Silpakarmastana Vidya du canon bouddhiste tibétain en ont donné une présentation détaillée. Le corps de la statue de Bouddha est fait d'argile médicamenteuse au bon ratio. Les artisans doivent retenir par cœur l'échelle et la structure. Fait juste comme ça, le long du bord. Chaque expression, chaque trait teste la compréhension de l'artisan des textes sacrés. En écoutant le maître, le garçon est impressionné. Couche après couche. Comme ça, voilà. Brosse-la doucement. Le matin du 4e jour, Xiaojia a emmené Xiao Yangba au musée de l'art de Jegong. Ce musée a été construit avec l'aide du gouvernement local. Xiaojia y a investi presque tous ses revenus provenant de ses créations. Il a aussi créé spécialement de nombreux ouvrages de sculpture en argile, de tanka et de broderie en relief. Devant les statues de Bouddha en argile rouge, Xiaojiao explique aux garçons que la création de statues de Bouddha est un processus servant à exprimer le cœur sacré et à apprendre à se contrôler. Les statues de Bouddha doivent avoir un air serein. Debout devant Bouddha, les gens peuvent ainsi entrer dans une atmosphère harmonieuse. Lors de la teinture, appliquez d'abord les couleurs foncées, puis les couleurs claires. Au bout d'un mois de travail intensif, Xiaojiao et ses disciples peuvent enfin installer les statues de Bouddha pour le temple. L'installation des statues de Bouddha est un rite sacré. La peinture des yeux ne peut être réalisée qu'à la fin de l'installation. C'est un moment solennel. Lors de la consécration de Bouddha, les yeux de Bouddha sont peints selon la tradition. Les moines récitent des sutras pour transformer la statue sacrée de Bouddha en vrai Bouddha. Je suis heureux de finaliser la statue de Bouddha de cette manière. Sous les yeux de Bouddha se portent les yeux sérieux du maître. Les moines du temple sont heureux. Il y a dans cette statue de Bouddha une poignée de terre rouge collectée par mois. Il y a de l'argile médicamenteuse damée par mois avec un bâton en bois. Là maintenant, je suis vraiment heureux. Tel pays, telle population. Les ancêtres avaient les pieds sur cette terre et s'y sont profondément enracinés. Ils ont obtenu de la terre des ressources pour exister
et construit sur cette terre la structure de leur vie. Créons un autre couloir ailleurs. Communiquer avec les ancêtres à travers la terre. Chérir la terre comme un trésor et graver un trajet original paisible avec abnégation. Ils pensent à leur pays natal, vénèrent la terre comme mère et créent une civilisation chinoise brillante et éternelle sur la terre à laquelle ils s'attachent depuis des générations. Je m'appelle Chu Chinyen, j'ai 71 ans. J'ai fait toute ma vie des pigments pour la peinture traditionnelle chinoise. Il faut suivre les règles. Je vais utiliser la couleur jaune comme transition. Voilà, c'est fini. Je m'appelle Wang Daochuan, héritier de la compétition de force avec des cadenas en pierre de Yinxian, élément du patrimoine culturel immatériel de la province du Jiangsu. Les cadenas en pierre équipaient l'entraînement des soldats de Deng Xiaomin durant la dynastie Tang.